Bonjour, rebonjour. Donc, je vais vous faire tenter de faire une petite conclusion. Le PowerPoint a été fait très rapidement, très tard hier soir, donc il n'a pas un intérêt fou, si ce n'est pour éviter de me perdre. Voilà, il n'est pas très, très joli. Je me présente, je suis Gaëlle Castanon. Donc, moi, de formation, je suis sociologue de la santé avec une thèse qui m'a conduit dans les univers du soin il y a quasiment 8 ans maintenant, puisqu'elle porte sur les états végétatifs chroniques et post-relationnels la co-construction de la trajectoire avec les familles. Donc ça, c'est le sujet central. Et depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, je suis responsable de l'antenne rouennaise de l'ERN. Et donc, j'ai effectivement succédé à Thierry Grenet, que certains connaissent. Et donc, l'idée de cette journée, c'était de travailler la certification. Alors, moi, la certification, je l'ai vécue au travers du sanitaire, mais plus peut-être du médico-social. C'est vrai qu'on s'est centré sur le référentiel sanitaire, mais il y a aussi le référentiel du médico-social et du social qui, lui aussi, a mis au centre, a mis un critère éthique de manière assez importante. Et en plus, sur les référentiels, on cite le décret de 2012 et on cite donc les RR. Et donc, mon téléphone sonne un tout petit peu plus depuis environ 1 an et demi. Et donc, je rencontre des ingénieurs qualité que je n'avais pas rencontrés il y a 3 ans. J'ai découvert ce métier à cause des certifications, je crois. Et donc, du coup, l'idée, c'est au travers de l'expérience de l'ERN, un petit peu de vous montrer en tout cas ce que moi j'en tire aujourd'hui et aussi les thématiques qui sont relativement communes au final, malgré la différence des secteurs que l'on retrouve. Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc chaque région de France, donc on crée les RR en fait avec les lois de bioéthique de 2004 et puis on a le décret de 2012. Donc chaque région de France aujourd'hui est dotée d'un espace de réflexion éthique régional. Le nôtre, il y en avait 2 avant que j'arrive, bien avant que j'arrive d'ailleurs, le RHN et le RBN. Et puis à la fusion des régions oblige, on a gardé un seul espace. Cependant, au vu de la taille de notre région que vous connaissez bien, a été décidé de garder une antenne rouennaise dont j'ai la responsabilité qui assez globalement gère la Haute-Normandie, tandis que l'antenne Cannes, qui est notre siège, gère plutôt la basse et aussi tout ce qui va être pas mal d'onglets recherche aussi. Et donc, cette RR est dirigée par le professeur Grégoire Moutel, qui est chef du service de médecine légale du CHU de Caen notamment. Et parmi nos missions, et parmi les miennes, moi je vais parler au nom de l'antenne rouennaise, j'ai un peu 3 grandes missions. La formation, que ce soit en initiale ou en continu. Donc, pour l'initiale, j'interviens dans toutes les structures qui nous invitent. Et donc, c'est là où on touche aussi à la fois le sanitaire, mais aussi le social et le médico-social. J'ai la chance d'intervenir à l'IDS pour les CAFERUS et les CAFDES. Donc, c'est tout ce qui est direction et cadre du médico-social. Les CESF plus récemment et évidemment à peu près toute la chaîne soignante. Et c'est aussi ma collègue Nadia Cherchem qui est cadre de santé qui a une grosse part aussi de la formation chez les soignants. Une deuxième mission qui est un peu débat public citoyen. Nous, ça passe beaucoup par des ateliers citoyens. Là, j'en lance un sur Place des proches et le handicap. Et on vient de clôturer Place des proches et EHPAD. On a eu aussi la sexualité à l'EHPAD, la parentalité, le handicap psychique, le refus de soins. Enfin voilà, c'est des thématiques issues du terrain. Et puis, le cœur de la mission, c'est l'accompagnement de structures. Et ça, c'est vraiment mon quotidien. C'est ce que je fais le plus souvent. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que se croise un petit peu, on va dire, la mise en œuvre de l'éthique qui fait parfois suite à la demande de certification. La certification, alors moi, en tant que responsable de l'ERN, je n'ai pas été appelée par la CHAES ou autre. Je ne sais pas si des RR ont été appelés. Je ne sais pas si le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, a été saisi. Je ne sais pas comment a été créé l'aspect éthique, mais en tout cas, c'est vrai que l'apparition du décret dans le référentiel précisant la création des RR a conduit un peu à la mise en lumière, même si moi, le constat que je fais, qui est partagé par mes collègues du territoire, c'est qu'on est assez peu connus quand même. Pas non plus, c'est pas un réflexe, c'est mieux qu'avant, mais on est quand même assez peu connus. J'ai rajouté ça tout à l'heure parce que vous parlez des normes sociales, mais je pense que, alors, moi j'ai un côté sociologue, donc la norme sociale me parle évidemment énormément. C'est un sujet bien complexe, mais je trouve que la certification traduit la norme sociale aussi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement imposition de normes, je crois qu'elle est une photographie de la société. Et donc finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'EDA et la façon dont le patient doit être associé maintenant, et la traduction, il me semble, dans la réglementation de la norme sociale d'un monde de la santé qui a bougé. Donc, je crois que l'assertif à elle seule elle diffuse aussi des normes qu'elle ne crée pas. Au contraire, je pense plutôt qu'elle diffuse une vision de la santé à un instant T. Et de toute façon, le monde de la santé est lui-même énormément normé. Beaucoup de sociologues ont travaillé. Les normes biologiques, je crois, sont parfois très sociales. L'IMC, et je pense avant tout une norme sociale avant d'être une norme médicale. Alors, bien sûr, il y a des choses très factuelles, très claires sur le biologique.
Mais je pense, alors, je dirais pas que je vois du social partout, mais presque, mais je crois qu'il faut beaucoup voir la construction sociale derrière des choses qu'on nomme à tort, il me semble, naturelles, innées ou purement scientifiques. Donc, je crois que l'assertif peut être vu aussi, et globalement, la réglementation est aussi un débat avec la norme sociale. La loi est un exemple là-dessus, évidemment. L'ouverture de la PMA pour toutes, par exemple, est très significative d'un débat aussi social, plus que réglementaire. Moi, j'ai constaté une augmentation des demandes des établissements. Alors, je ne sais pas s'il faut l'imputer à la certification ou pas, mais le fait est que je suis arrivée il y a 3 ans et demi et qu'en 3 ans, je pense que mon activité en termes d'accompagnement des structures a plus que doublé. Maintenant, on était moins connus, etc. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que j'ai rencontré récemment les ingénieurs qualité, qui ne sont pas toujours ceux qui m'appellent les premiers, hein, mais c'est un métier que j'ai rencontré et je pense qui traduit aussi. Alors, moi, on ne m'attend pas pour faire de l'éthique. Tout professionnel qui doute fait de l'éthique, donc ce n'est pas moi qui instaure l'éthique dans les établissements, heureusement. Mais par contre, je pense que l'appel grandissant des ingénieurs qualité traduit aussi l'aspect éthique qui leur est demandé d'ajouter parfois, à leur référentiel complet, même si encore une fois, des démarches éthiques existaient et préexistaient bien avant le référentiel et bien avant les REN. La question moi, que je me suis posée, que je me pose au quotidien hein, quand mon téléphone sonne, c'est est-ce qu'on m'appelle je refuserais d'être un alibi éthique. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête, évidemment, qu'on pourrait appeler les REN pour cocher la case. Et vous avez bien raison, quand vous travaillez avec nous, de le notifier dans vos rapports. C'est ce qu'on vous demande, hein, d'avoir de la ressource externe. Aujourd'hui, on fait partie de ces ressources externes-là. Aujourd'hui, moi, je conclus que c'est quasiment jamais arrivé. Ou alors, je suis peut-être très naïve, mais je ne crois pas parce que toutes les démarches, même si le premier pas a été lancé par une volonté de répondre à une demande d'autorité, elle a toujours été enclenchée dans une démarche où moi, je mets quasiment 1 an avec chaque structure pour du montage de comité. Et je n'ai pas souvenir d'une structure qui ait pu m'appeler puis disparaître de mon champ de vision une fois que l'assertif était passé. Donc, je crois que, en tout cas, je sais qu'on me pose souvent cette question-là, mais je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, j'ai face à moi des gens qui veulent juste cocher une case de l'HAS. En revanche, il y a un vrai paradoxe entre l'éthique qui se construit au quotidien, mais qui, elle, n'est pas quantifiable. Et quand l'éthique devient quantifiable, il me semble que c'est là qu'il faut se méfier. Et c'est là où, peut-être, parfois, l'appel à des ressources externes permet de quantifier ça. C'est la même question que la quantification du relationnel. Hein. À la fois, c'est source de reconnaissance, à la fois, c'est gravissime de quantifier, de prendre un café. Mais quand il n'y a plus que ça qui permet de montrer le relationnel, voilà, ça pose les mêmes questions. Donc, je ne crois pas en tout cas que l'éthique soit aujourd'hui un alibi et n'existe que dans le cadre des certifications. Par contre, je crois qu'il est vrai, et c'est peut-être un point positif, que ces certifs ont servi parfois à mettre le pied à l'étrier pour formaliser une éthique un peu bricolée au quotidien à travers l'appel à des ressources extérieures, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et puis, effectivement, je tenais à rappeler que, bon, là, on a je pense, beaucoup parlé du sanitaire, mais c'est vrai qu'on a retrouvé ça dans le médico-social et le social. Et moi, je fais face à des structures dans ces secteurs qui sont beaucoup plus dépourvues que le sanitaire, parce que le sanitaire est quand même en rang de marche depuis longtemps sur l'éthique. Les gros CH sont souvent des comités éthiques depuis des années. Et vous avez dans les métiers soignants, règle générale, un module ou un cours sur l'éthique ou la déonto. Alors, des fois, ce n'est pas les meilleurs, mais le mot a été prononcé. Dans le social, on est sur des secteurs avec une diversité de profils incroyable. Hein, moi, je travaille beaucoup avec la protection de l'enfance. C'est des gens qui n'ont absolument pas les mêmes formations et pour qui n'ont pas de code de déonto, pour certains, même si le code de déonto ne fait pas l'éthique, mais en tout cas, ils sont complètement dépourvus de ça. Et donc, pour qui monter un comité éthique s'avérait, à mon sens, plus complexe que la plupart des hôpitaux que j'ai pu accompagner, que j'accompagne plutôt en renouvellement de comité mort après le Covid. On est plutôt là sur les hôpitaux. Mais il y a eu des traces d'un comité existant à une époque. Pour le social et le médico-social, je pars souvent de complètement zéro en termes d'institution. J'avais remis là, ça c'est ce qui est noté dans le référentiel. Alors il y a des petites choses qu'on pourrait questionner parce que cette notion de conduite en temps opportun est fondée sur des modalités structurées et partagées. Ça part d'une bonne intention, mais si on doit attendre le temps opportun, on ne fera pas beaucoup d'éthique, puisqu'il y a des endroits où, à part les transmissions de 5 minutes, on ne se voit plus, que le temps, il est pas là. Moi, je pense que si quelqu'un est là pour poser la question qui pique et demander pourquoi on fait ça, on est déjà dans l'éthique. On n'a pas besoin d'avoir une réunion avec un staff éthique
systématique pour faire de l'éthique. On parle de situation clinique, mais je trouve que ça entoure le sanitaire sur la saisine et le cas complexe. On oublie que l'éthique, elle se traduit aussi dans tous ces petits automatismes du quotidien qu'on ne questionne plus et qui dépassent une situation clinique. On n'est pas seulement en réa ou en fin de vie. Le refus de soins et le refus de toilette entraîne souvent des dilemmes éthiques fondamentaux. Donc, il y a cette notion clinique qui, je trouve, est peut-être un tout petit peu dangereuse parce qu'elle passerait sous le tapis bien d'autres réalités quotidiennes qui sont des dilemmes éthiques et qui dépassent l'aspect seulement clinique, il me semble, des choses. Voilà, c'était juste pour rappeler. Après, ça mérite d'exister et je pense qu'il faut aussi le souligner. Et sur le deuxième, c'est pas tout à fait écrit de la même façon dans le référentiel du médico-social. On met éthique et bientraitance. Alors, bientraitance, moi, je trouve que c'est un mot... je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et je trouve que la bientraitance est devenue ce qui m'inquiète pour l'éthique, c'est-à-dire que c'est devenu un critère. Une spécialiste de la bientraitance. Non, mais je trouve que c'est un sujet très complexe, la bientraitance. Alors, il y a des formations, beaucoup de comités s'appellent éthique et bientraitance, mais il fait partie des mots qui sont devenus parfois des mots valises. Bientraitant, parce que ça ne devrait même pas être un critère, ça devrait être acquis, j'ai envie de dire, mais c'est devenu un critère, parfois une case à cocher. Et c'est un peu le risque de l'éthique, c'est qu'elle ne devienne pas que cette case à cocher, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait, l'éthique, ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est tout simplement la démarche qui l'est, c'est pas la réponse qui est éthique à mon sens, mais seulement la démarche qui y mène. Donc du coup, à partir du moment où on critérise les choses, c'est un peu le danger. Et dans la bientraitance, moi, j'ai pas toujours compris ce qu'on mettait dedans. Alors les deux se ressemblent, mais du coup, voilà, là, on voit bien que c'est mis ensemble. Et puis, à un moment donné, il y a un critère où l'établissement doit créer des espaces de réflexion. Et là, il y a psychologique / éthique. Donc, pareil, on a un peu mis les deux ensemble. Il ne me semble pas que ce soit la même chose tout à fait. On ne va pas dire la même chose en staff éthique qu'un groupe de parole ouvert aux professionnels. Donc, voilà, on voit que ça traduit ce qui est une réalité. Hein, c'est que le mot éthique, c'est pareil, c'est un mot valise dans lequel on a 46 000 définitions, que personne ne dit la même chose. Et donc, forcément, les textes, ils sont obligés aussi de voir large. C'est un peu comme la loi. Et puis après, il y a la réalité de terrain. Et c'est là où on va devoir négocier au quotidien. Donc, voilà, c'était un peu pour rappeler, pour mettre à les certifications. C'est ça qui est marqué dedans, en tout cas. Sur l'aspect, du coup, de la démarche éthique telle que moi, je la vis au quotidien, qui donc, est censée répondre un peu à la démarche. Aujourd'hui, sur la Haute-Normandie, moi, j'ai environ 45 structures à peu près en simultané. Alors, j'ai des structures qui sont très autonomes avec des comités qui vivent et qui m'appellent que pour des cafés éthiques. Je pense à Navarre, pour le coup, qui nous accueille souvent. Enfin, souvent, quand même, c'est toujours agréable d'y aller, et voilà, pour lequel le comité éthique est monté, il est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un peu l'exception. La plupart du temps, sur ces 45 structures, je suis plutôt en création de comité, c'est-à-dire qu'on part un peu vraiment de zéro avec cette demande d'instance, sauf que derrière, on ne sait pas correct. Et donc, c'est là où commence l'accompagnement. Il passe généralement par... donc la finalité, c'est ce comité éthique, et du coup, on va passer par la sensibilisation, parce qu'il me semble que pour faire de l'éthique, il faut parler de la même chose. Donc, cette sensibilisation, elle met un peu tout le monde... Moi, je ne parle pas de formation, je ne suis pas formatrice, je ne suis pas éthicienne. C'est plutôt, voilà, on se met d'accord sur ce qu'on entend, nous, par éthique, dans votre prise en charge, parce que, à l'image de l'adaptation du soin, on adapte l'éthique aussi aux structures. Vous ne ferez pas la même chose chez vous que je fais en protection de l'enfance ou dans une masse, ce n'est pas possible. Donc, on va avoir de la sensibilisation, du café éthique et puis des réunions de montage de comité jusqu'au moment où on aura un comité qui pourra vivre. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des comités qui vivent sans nous, évidemment, et qui vivent aussi sans une personne, parce que bien trop souvent, c'est très personne dépendant. Alors, si vous avez la psy qui part, c'est un peu le cas souvent, le comité, il va mourir, parce que les psys portent souvent les comités, et du coup, dès que la tête du comité s'en va, il va se diluer, et puis il va partir, parce que c'est du temps, et que ça, on n'en a pas, et que parfois aussi, c'est tout simplement des endroits où les gens parlent entre eux, et se nourrissent, font des comptes rendus que personne ne lit, parce que j'ai la certitude que les comptes rendus sont quasiment pas lus, mais ils se nourrissent qu'eux. Et donc, la grosse difficulté d'un comité, je crois, c'est comment le faire vivre par et pour le terrain avant tout. Et dans le terrain, moi, je mets de la cuisine jusqu'au chauffeur, jusqu'à l'administratif et la comptable. Hein. On est d'accord que ce n'est pas la chaîne soignante qui fait le soin et qui fait l'éthique. C'est bien au-delà de ça. Et puis, il y a des structures, on n'a pas de soignants. Donc, ça, c'est réglé. Et ça pose par contre une question, il y a déjà un premier paradoxe qu'on a évoqué encore récemment en copil, c'est que donc du coup on demande aux structures d'avoir des instances éthiques, ce qui veut dire démultiplier sur le territoire des micro-instances éthiques qui parfois vivent avec 4 ou 5 personnes, ce qui paraît ne pas forcément avoir de sens. Moi je l'ai, j'ai des EHPAD qui vont 20,
j'ai un EHPAD en tête, ils ont 10 minutes d'écart en voiture, mais je suis en train de monter 2 comités éthiques. Et c'est un vrai sujet auquel j'ai pas de réponse, de savoir est-ce qu'il faut 2 comités? Est-ce qu'il en faudrait qu'un pour faire vivre les 2? Mais comment on fait ça? Et en même temps, c'est parce qu'on est tous les 2 des EHPAD qu'on a les mêmes façons de fonctionner. Donc, il y a un vrai sujet aussi sur répondre à l'assertif. C'est peut-être aussi se retrouver que, je crois qu'il y a 3000 établissements médico-sociaux en Normandie, quelque chose comme ça. Moi, c'est 3000 comités éthiques techniquement. Donc, ça pose la question. C'est une question qui se pose beaucoup dans le champ du handicap, parce que moi, je travaille avec des grosses assos qui ont parfois des 4 ou 5 structures à 1h30 d'écart. Donc, on voudrait un comité pour la structure, mais en même temps, faut s'assurer que les actes du fin fond de l'heure, ils vivent quand même. Et que ce ne soit pas que la structure à Rouen qui soit fonctionnelle. Donc, il y a beaucoup d'enjeux aussi autour de ça. Et donc là, on voit déjà naître un peu l'envie de répondre à cette demande, mais est-ce que c'est toujours le plus adapté pour le territoire? C'est la question qui se pose. Donc, globalement, voilà, c'est ce que je vous disais. On a aussi parfois des questionnements sur des sujets précis. Ça, c'est un vrai sujet en cours. Est-ce qu'on doit être appelé dans les comités éthiques? C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'aujourd'hui, ça serait complexe à gérer en termes de timing. Mais moi, ça a pu m'arriver d'être appelée un peu en off et de discuter avec la personne pour lui offrir juste un échange extérieur. Des fois, c'est juste ça, hein, parce que j'ai aucune qualification spécifique qui me donne le droit à la vérité. Mais des fois, c'est juste nous aider à mettre sur tapis. Par contre, s'engager dans les comités éthiques, ce serait relativement impossible pour moi à mener sur la Haute-Normandie, en tout cas. Donc, des problématiques communes. Et puis, moi, j'en vois une qui ressort et qui parfois m'inquiète un peu. On vous l'avait évoqué, la loi et l'éthique fonctionnent en permanence, en simultané. Hein. On a la loi, puis on a la réalité de terrain. Alors, bien sûr, il faut respecter la loi, mais on peut se demander si les transgressions ne sont pas parfois plus éthiques. Et j'ai en tête le décret du 1er avril 2020 sur la mise en hausse mortuaire des défunts du Covid. Moi, encore aujourd'hui, des professionnels disent non, on va respecter la loi et le décret, il est peut-être réel que c'était la réponse la plus éthique ce jour-là à apporter. Pour autant, je rappelle qu'il faut respecter la loi, on doit le dire. Mais donc, loi éthique, c'est un débat qui est complexe à plusieurs niveaux. Moi, j'en fais le centre de mes sensibilisations souvent. Il y a une chose qui ressort systématiquement et qui est très inquiétante pour l'avenir, c'est la peur de la responsabilité. Et aujourd'hui, je crois que pratiquement 75% des dilemmes éthiques naissent de ça, parce qu'on est dans un double paradoxe, c'est-à-dire qu'on va avoir une tension entre, d'un côté, une demande sociale traduite, il me semble, dans les certifications et autres textes, de l'autonomie de la personne et qui est souhaitable, et de l'autre, un réflexe sécuritaire majeur dans une société qui, en même temps qu'elle veut l'autonomie, mais est une société du zéro risque. Aujourd'hui, on n'accepte plus la prise de risque quasiment, et encore plus quand elle est vulnérable. Or, la relation de soins est par essence une relation où il y a de la vulnérabilité. Qu'elle soit sociale, économique, physique ou psychique, vous avez forcément quelqu'un qui est vulnérable et vous êtes un sachant. Donc, entre le sachant et le vulnérable, on a une relation de pouvoir qui est asymétrique par nature, mais qui ne doit pas être inégalitaire pour autant. Et cette négociation, elle est extrêmement complexe au quotidien. Et là, on a vraiment cette tension d'une société qui prime, qui fait prévaloir l'autonomie, mais qui ne veut pas le risque. Et donc, ça se traduit dans des établissements avec des EHPAD plus sécurisés que les banques, des masses où pour sortir, il faut 46 codes. Enfin, moi, je suis restée bloquée 1 ou 2 fois dans des EHPAD quand même, parce que j'avais oublié un des 3 codes. Donc, et c'est pas du tout une critique envers les EHPAD, parce que moi, je ne m'amuse pas, je suis pas là pour courir après les 5 résidents qui s'enfuient, et avec la route nationale au bord à la fin de l'EHPAD, donc je ne permettrai jamais de juger une pratique, je ne fais pas vos métiers, donc je ne jugerai pas vos pratiques. Mais par contre, on est obligé de se questionner sur ça. On est obligé de se questionner, on retrouve... J'ai parlé des majeurs protégés parce qu'on a un changement social majeur. Hein. On a en 2019 le droit de vote qui arrive, tardif, il me semble, pour des majeurs. Mais c'est en 2019 qu'on leur reconnaît un droit de vote. Et de mémoire, la loi de bioéthique de 2021 autorise le don d'organes sous des critères spécifiques, je crois, que du vivant au vivant, pour les majeurs protégés. Ce qui traduit encore une fois une espèce d'acceptation de son rapport au corps de ces majeurs, en disant ils ont beau être sous tutelle ou curatelle ou protection juridique, ils sont libres de ce qu'ils veulent faire de leur corps dans une certaine mesure. Donc on a pareil, cette espèce d'autonomisation du majeur protégé que traduit la loi, et dans le même temps, je suis toujours dans des espaces où on me dit qu'on a des gens qui ne sont pas sortis de la masse depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on refuse la sortie parce que la famille a dit que non. Alors qu'avant d'être protégés, ils sont majeurs. Ils sont ensuite protégés. Et en même temps, derrière, vous avez des professionnels qui ont une peur réelle de la prison. Oui, d'accord, vous êtes gentil, moi je veux bien les lâcher, hein, tous les petits vieux à l'EHPAD, mais s'ils se font renverser, c'est pas vous qui allez en prison. Et ça, c'est une phrase que j'entends régulièrement, qui se traduit aussi par une judiciarisation des rapports. Alors, des fois, elle est complètement fantasmée, hein,
la menace de plainte, il faut rappeler aussi qu'il y a la menace de plainte, il y a l'instruction d'une plainte, la recevabilité d'une plainte et une condamnation. Qu'on recherche la responsabilité en cas de défaillance, c'est logique. Moi, je la comprends finalement, cette recherche de responsabilité. Il se passe quelque chose, c'est normal qu'on se demande pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une condamnation. Là, il me semble déjà que ce sont aux institutions de prendre leurs responsabilités, justement, de réinformer, de réassurer leurs professionnels comme ils le peuvent. Parce que la loi ne donne pas de réponse claire sur la responsabilité, c'est évidemment au cas par cas. Maintenant, quand on est un EHPAD, on a une obligation de moyens, de mémoire. Donc, il y a ce que l'EHPAD en tant qu'institution, ce dont il est responsable, et puis il y a le professionnel, et puis il y a la personne morale et juridique du professionnel, et puis il y a la société. Quand là, j'entendais un EHPAD, ou pour sortir au restaurant, maintenant c'est sur prescription médicale. La sortie n'est que sur prescription, enfin autorisation médicale. Et c'est quand même gravissime, je trouve, d'en arriver là, mais c'est le seul moyen qu'ont trouvé, je pense, les professionnels pour se protéger, alors qu'en réalité, si un de vos résidents porte plainte contre vous, là, la responsabilité, elle va être très rapide à trouver, parce qu'on s'inquiète un petit peu moins, mais la liberté fondamentale d'aller et venir qui est au-dessus de la loi, en tant que liberté fondamentale, celle-ci, le législateur, il ne va pas être très long à vous dire que vous êtes en train de séquestrer quelqu'un, et qu'à la limite, il peut sortir contre avis médical s'il veut, mais en aucun cas, hors hospice sous contrainte, vous pouvez vous permettre de garder quelqu'un. Comme la plupart des personnes ne sont pas en état de porter plainte, c'est une peur qui est beaucoup moins, étonnamment, ne fait pas partie du langage des soignants. Cette peur-là, ils ne la maîtrisent pas. Ils ont plutôt peur de l'inverse, du problème qui se passe et de « bah oui, mais moi, je vais aller en prison ». Donc, c'est cette problématique de la responsabilité aujourd'hui, je ne sais pas si c'est nouveau, je ne suis pas assez ancienne pour le savoir, mais en tout cas, elle ressort tout le temps. On retrouve la même chose avec la contention. On attache parce qu'on a peur que la chute… bah oui, mais s'il chute, la famille a dit qu'elle porterait plainte. Mais donc, on attache. On attache. Et en même temps, on fait face, on le voit bien au quotidien aussi, à des négociations compliquées. Le refus de soins, c'est très bien, et c'est un droit fondamental aussi du patient de refuser un traitement ou un soin. Mais on doit pouvoir lui fournir une information claire et loyale des conséquences. Mais quid du patient dont on n'est pas sûr qu'il comprenne cette information claire et loyale? Alors, je ne les mets pas, les barrières de lui, puis ma résidente, elle tombe le matin. Est-ce qu'on va m'en vouloir à moi, ou est-ce qu'on va me dire que j'ai bien fait, puisqu'après tout, j'ai respecté son droit fondamental au refus de soins? Les barrières étant une contention, donc possibilité de les refuser. Je rappelle au cas où… comment? Et sur prescription médicale. Et sur prescription médicale, effectivement. Donc, on a la problématique de la responsabilité, je la vois se traduire par plein de choses, dans le refus de soins, dans la contention, dans la liberté d'aller et venir. Et elle est aujourd'hui, il me semble, peut-être un point important à travailler. Alors, on n'a pas de réponse forte tout de suite, mais il y a quand même un enjeu important parce qu'elle se traduit du coup par une logique protectionniste et sécuritaire extrêmement importante. Et donc, finalement, on voit que dans la traduction de tous les sujets du quotidien, de la sexualité à l'alimentation, à la contention, etc., moi, j'ai l'impression qu'on retrouve le principe général de l'autonomie qui est mis à mal en éthique, et surtout un dilemme éthique entre protection, autonomie, sécurité versus liberté, avec des soignants qui sont à 99% pas du tout maltraitants volontairement. Il faut rappeler aussi que la maltraitance, quand elle est institutionnelle, quand elle est sociale, c'est un peu logique que ça découle, mais l'institution est parfois maltraitée par la société aussi. Elle n'est pas toujours seule à décider ce qu'elle veut, elle fait avec ce qu'on lui donne aussi parfois. Mais donc, du coup, on a vraiment cette tension généralisée qui pose question, et dont parfois, peut-être, certains critères de ces certifications viennent mettre en exergue en demandant, il me semble à juste titre, de rappeler que le patient est autonome, mais en même temps, ce sont finalement ces mêmes institutions, parfois législatives, qui viendront peut-être punir si on a une situation compliquée. Donc, on a cette tension un peu majeure qui s'exprime, et on le retrouve partout, et on le retrouve dans tous les pans de la vie. Moi, je pense au mixé notamment. Quand je parle des automatismes, le fameux « oh, il y a 2 fausses routes, on passe au mixé maintenant ». Quand moi, je demande naïvement, n'étant pas soignante, mais c'est possible de revenir en arrière et de repasser de temps en temps ah non, on ne passe pas en arrière quand on a mixé. Mais par contre, votre résident, tous les week-ends, il est en famille, en texture normale. Oui, parce qu'il n'est pas avec nous. Et en fait, le mixé traduit une peur de la mort, à juste titre peut-être, mais donc, et sans prendre en compte que ça, c'est pour la vie sociale de la personne, c'est pas évident, et que par contre, dès qu'il est plus avec nous chez lui, il est en texture normale, et puis en fait, il y a cette peur qui se dénoue parce qu'il n'est pas avec nous. Donc, il y a un vrai travail, il me semble, à mener, et qui traduit 2 choses. C'est la responsabilité, et c'est aussi la méconnaissance de la loi qui est fondamentale. Aucun citoyen, je crois, connaît très bien la loi, et les professionnels étant des citoyens,
ça se retraduit chez vous, sauf qu'il y a des lois qui vous concernent, qui ne vous concerneront jamais. Mais on retrouve une vraie méconnaissance aussi de la loi sur le secret. Mais en même temps, la loi sur le secret, il y a la réalité de terrain. Alors, si vous dites à toutes vos familles, allez pas de... Je vous dis pas, moi, s'il a bien mangé ce midi, ça ne vous regarde pas. Vous avez le feu en 1 heure, vous avez tout le monde dans le bureau de la cadre. Évidemment qu'il va y avoir des négociations de terrain entre ce qu'on va dire et pas dire. Le problème, c'est quand elles sont faites seules, sur le moment, et qu'on balance des informations qu'on n'a pas à balancer. Et donc, il y aura la gentille soignante qui m'a tout dit, puis la méchante soignante qui ne veut rien me dire, et on crée de la tension. Donc, tout ça doit être évidemment pensé, même si on va dévoiler des informations qu'on n'aurait peut-être pas à dévoiler, mais on a des familles qui sont aussi des actrices du sang et qui sont nos partenaires au quotidien, enfin, qui sont vos partenaires. Donc, on a vraiment cette tension qui s'exprime de plus en plus et dont il faut faire attention parce qu'on risque sinon de finir par enfermer et attacher tout le monde à force. Et ce n'est pas ce qui est souhaitable pour personne. Donc, on a ce risque-là. Et puis, le deuxième risque, le mot a été prononcé plusieurs fois, le protocole. Et moi, on me le demande tout le temps en éthique. Bon, bah, alors, j'ai même vu, je ne sais plus, ils avaient créé un document aussi. Il y en a qui créent vraiment des documents, des protocoles à la démarche éthique. Je ne pense pas que ce soit forcément mauvais, mais je pense que des protocoles, vous en avez plein, du lavage des mains jusqu'à la mise en place de je ne sais quel produit. L'éthique, c'est une démarche, il me semble, avant tout. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle prenne une dimension de protocole parce que le protocole, ça rassure, c'est normal, ça donne des réponses. Et l'éthique, ça ne fait que de poser des questions, donc il n'y a rien de plus frustrant au quotidien. Mais en même temps, c'est ces questions-là qui vous assurent de rajouter toujours un peu d'humanité. Et je parle des deux côtés parce que le jour où on ne se pose plus de questions et qu'on agit, vous devenez des effecteurs de soins, qui est un terme que je trouve horrible, qui traduit un peu le robotique du soin. Et puis, votre patient ou votre résident n'est plus que récepteur du soin. Et c'est souvent son corps qui, d'ailleurs, est récepteur du soin et plus tellement la personne. Donc, je ne pense pas qu'il faille protocoliser l'éthique. Après, on peut avoir dans ça, par exemple, la saisine est une façon de protocoliser. On crée une méthodologie sur certains pans. Mais je pense que l'éthique, elle passe au jour où on permet à chacun l'autorisation de se poser des questions, même sur les fameuses habitudes de service. Et surtout quand on dit pourquoi vous faites ça, on a toujours fait comme ça. En règle générale, c'est là qu'il y a des questions à se poser. C'est pas bien ce qu'on fait. Mais moi, le mixé, j'ai aucun problème. Mais il y a une différence entre passer au mixé par automatisme et passer au mixé après une discussion avec le résident et l'ensemble de l'équipe qui conduit à la même situation à la fin, mais il ne me semble pas de la même manière. Donc, la protocolisation de l'éthique, c'est aussi ce risque d'en faire un critère, donc un critère qu'on va chercher à cocher, dont on va se prévaloir qu'il vit, mais en fait, un comité, dire qu'on a mis en place un comité éthique, ce n'est pas quantifiable au nombre de comptes rendus ou de cafés éthiques qu'on a fait au quotidien. C'est pas les questionnaires qui permettent de quantifier, les questionnaires très fermés, est-ce que vous avez un espace où questionner l'éthique, etc. Je ne crois pas que ce soit ça qui permette de quantifier, mais par contre, on peut aussi quantifier des choses. Moi, j'ai accompagné un EHPAD où la directrice a fait notre DU, et ils ont quantifié en baisse de contention, ils étaient à plus de 30%, ce qui était quand même beaucoup. Ils sont largement descendus, quasiment à les faire disparaître, parce que juste avoir mis des gens autour d'une table et de s'être demandé pourquoi vous mettez des contentions a permis de faire délaguer bien des raisons qui amenaient à des contentions qui n'étaient plus nécessaires, même si, soyons honnêtes, ils seront toujours dans l'illégalité face à la loi de psychiatrie, parce que, et je ne pense pas qu'en psychiatrie ce soit facile non plus, réévaluer toutes les 24 heures de contention, c'est de l'ordre de l'impossible dans les EHPAD. Donc la loi, ils ne peuvent pas l'appliquer. D'ailleurs, elle ne s'applique même pas à eux, techniquement. Mais pour autant, ils sont quand même éthiques dans la démarche de contention, même si elle ne sera pas réévaluée toutes les 24 heures, ça ne nous empêche pas d'être éthiques. Donc c'est là où je crois qu'on peut être parfois dans l'illégalité tout en étant dans l'éthique, il me semble, quand la loi n'est pas toujours tout à fait réaliste vis-à-vis du terrain. Ce n'est pas mon métier, mais je pense que toutes les 24 heures, c'est tendu. Ça me paraît complexe à mettre en œuvre. Et donc finalement, c'est continuer à voir l'éthique comme un questionnement permanent de tous et toutes. Et puis, la démarche éthique, c'est quand ce questionnement, on arrive un peu à le formaliser, mais on peut avoir une démarche éthique qui se fait à la pause clope ou à la pause repas. On n'est pas obligé d'attendre le comité éthique qui a lieu tous les trimestres pour faire de l'éthique au quotidien. Et vous en faites de toute façon certainement déjà tous et toutes. Donc voilà, les sujets sont variés, mais c'est quand même ceux-là qui ressortent le plus souvent: la contention, la liberté d'aller et venir, évidemment, la sexualité et pas des handicaps, et jeunes aussi, parce que comme j'ai la protection de l'enfance, on pose maintenant la question de la sexualité dans les foyers de vie de jeunes mineurs, qui posent des questions quand même assez complexes aux professionnels. La fin de vie, avec en plus l'actualité d'un possible changement de loi, ça va faire encore bouger beaucoup de questionnements.
Et puis, les directives anticipées, vous les avez citées, c'est un sujet complètement à part entière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je crains le côté systématique de la directive anticipée, alors qu'en fait, on a encore le droit de ne pas en vouloir. Et aussi, on oublie, ce que je disais tout à l'heure, je crois que le problème de la directive anticipée, c'est de l'avoir sans cesse ramené à la fin de vie, alors que c'est plutôt l'expression des souhaits. Et alors, un Français, si vous lui dites que vous avez lui donné l'occasion de s'exprimer, normalement, il se la saisit. C'est un truc très français, s'exprimer. Mais si vous lui dites, c'est pour vous dire ce que vous voulez quand vous allez mourir, là, je comprends qu'on s'en saisisse un peu moins. Donc, il y a une forme de représentation de la DA qui, à mon sens, est à modifier pour peut-être s'en saisir, et en gardant l'idée que certains n'ont pas envie de se poser la question, et en ont d'ailleurs, je pense, le droit, et aussi que certains ont le droit de marquer dans leur DA, moi, je fais confiance à l'équipe. Et ça, on le dit rarement aux gens qui peuvent aussi utiliser les DA pour dire, je m'en remets à l'équipe de soins, c'est leur métier, et moi, je n'ai pas envie de prendre la responsabilité sur ma vie, je leur donne la responsabilité. Et la plupart des équipes qui reçoivent ça peuvent aussi le vivre comme plutôt positif dans les retours qu'on peut avoir, de se dire, voilà, il nous a fait confiance, maintenant on va agir comme on agit toujours, mais les DA peuvent être aussi l'expression de quelque chose de positif, comme ça, il me semble. C'est pas que ce qu'on veut pas qu'on met dans les DA, c'est aussi ce qu'on souhaiterait éventuellement. Donc c'est un vrai sujet. Si la loi sur l'euthanasie passe, comme je pense qu'elle sera pas très bien comprise, vous risquez de voir un nombre de DA avec marqué « je veux le suicide médicalement assisté ». Alors, vu que les DA sont censés s'exprimer au moment où on n'est pas conscient et que la loi, normalement, ne portera que sur des gens capables de réitérer la demande, techniquement, on ne devrait pas pouvoir utiliser les DA. Si ma logique n'est pas trop mauvaise. Donc, on va avoir une vraie éducation pour les personnes sur l'idée que c'est parce qu'on marque qu'on veut l'euthanasie. Si vous vous retrouvez dans un état végétatif chronique, par exemple, je ne pense pas que la loi qui est en préparation, en proposition en tout cas, résoudra ces questions-là, puisqu'elle s'attachera aux gens capables d'exprimer leur volonté, ce qui est un sujet en soi, d'ailleurs, on peut débattre, mais en tout cas, on va avoir, à mon avis, un mésusage encore plus important des directives anticipées à ce moment-là. Et puis, on l'a à peine effleuré, mais la personne de confiance est un sujet à part entière. Et je repense aux EHPAD et aux majeurs protégés. Le cumul des identités de ces aidants, familles, tutelles, personnes de confiance, personnes à prévenir, crée des situations extrêmement tendues et complexes. Donc, c'est pareil, on a le droit aussi de ne pas être personne de confiance. Moi, je suis ravie de ne pas l'être, très honnêtement. De gérer ma vie, c'est déjà bien. J'ai envie de gérer la parole de quelqu'un. Et c'est aussi quelque chose qu'on me dit peut-être. On se sent beaucoup sur les gens qui choisissent leur personne de confiance. Je trouve qu'on se sent un peu moins sur celles qui sont choisies. Et qui mériteraient aussi d'avoir un livret spécifique, des écrits spécifiques pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux ou pas. Parce que ce n'est pas un rôle qui est simple, il me semble, à avoir, surtout quand vous cumulez la tutelle, votre maman, etc. Je pense aux aidants en EHPAD. C'est beaucoup. Et nous, on a eu la chance de faire l'atelier citoyen sur la place des proches. Et franchement, j'encourage la possibilité de groupes de travail. Vous faites venir des familles, des représentants d'usagers ou autres, où toutes les familles ont exprimé qu'elles sont tellement sous l'eau à l'entrée en EHPAD de papier que ça se. Moi, je leur ai demandé, mais qui est personne de confiance? Il y en avait des très sûrs et d'autres qui me disaient, je ne suis pas sûre. J'ai peut-être signé, mais je ne sais pas en fait. Et donc, on voit que c'est aussi tout le problème de la temporalité, vous l'avez évoqué. En EHPAD, moi, je travaille avec beaucoup d'EHPAD qui tentent de faire une seconde visite de préadmission un mois après pour envisager à ce moment-là l'écriture des DA. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être penser. Alors, je parle pour les services aigus, mais au long cours, malgré tout, pour des services, effectivement, à la mater, on n'est pas censé y revenir, y rester des mois. Donc, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est risquer le mésusage que de ne pas prendre en compte la temporalité de chacun. Et peut-être qu'il vaut mieux ne pas parler parfois, je crois, des DA que d'en parler mal, ou de créer une angoisse importante chez des patients qui finalement allaient plutôt bien. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'aura pas changé l'image des DA, je ne pense pas qu'on pourra l'appliquer correctement. Et puis, juste là, j'ai vu ce matin, j'ai reçu un mail de l'ERENA, donc c'est l'EREN de Nouvelle-Aquitaine, donc qui a les sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers, et qui organise justement un webinaire sur directive anticipée, osons en parler, le 18 avril. En général, il faut s'inscrire à leur webinaire. Vous aurez, je pense, de quoi vous inscrire sur leur site de l'ERENA, donc c'est Poitiers, je crois que le site de Poitiers qui fait ça. Et je vous ai dit qu'il y avait des erreurs dans toutes les régions de France. Je vous invite à regarder alors, notre site, on a pas mal de ressources, mais l'ERENA est un site où vous avez énormément de ressources aussi. BFC, Bourgogne-Franche-Comté, ils organisent des super trucs, des jeux.
Et ils ont aussi beaucoup de rapports. Ils ont fait un rapport éthique et personnes âgées, éthique et psychiatrie. Je crois que c'est eux. Bon, vous avez l'ERAR d'Île-de-France, qui est quand même un ERAR aussi assez massif. Et donc, leur site est aussi assez massif, forcément. Mais globalement, tous les ERAR, il n'y a pas que ceux-là, hein, mais en tout cas, les RENA organisent assez régulièrement ce type de webinaire sur des temps. Et c'est 1 heure, c'est un peu sur le modèle de la FHF, les webinaires de la FHF. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez aller sur leur site et vous inscrire sans souci. Et du coup, c'était dans le thème et c'est arrivé ce matin. Donc, voilà. J'ai fait le tour, c'était un peu brouillon, mais si vous avez des questions, vous avez